Où est-ce qu'on se situe actuellement dans les cycles des marchés financiers? Quand je regarde les marchés, personne ne veut en sortir. Trump a dit, au final, au lieu de faire des économies, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que la croissance soit la plus importante possible. Et surtout, depuis ce qui arrive, les États-Unis, les opérations des États-Unis au Moyen-Orient, l'attaque de l'Iran, etc. Quand on a ce fameux conflit-là, le scénario est un petit peu en train de changer. Parce que plus on avance, plus la guerre est en train de continuer de faire rage, plus elle va durer, plus elle va avoir des impacts sur la macroéconomie. Tu penses qu'il y a peut-être une opportunité sur les matières premières? Aujourd'hui, on est dans un cycle IA qui est très important. L'IA est un sujet tech, mais ça devient surtout un sujet d'infrastructure. Pour cela, il faut des matières premières. Donc il faut bien arbitrer, bien évidemment, la demande que l'on peut avoir, mais aussi l'offre. Est-ce qu'on ne serait pas en pleine bulle, effectivement, de l'IA? Globalement, quand on regarde ce marché-là, dire qu'il est sain n'est pas le meilleur adjectif. Parce que comme tu le dis, en termes de rentabilité, par jour, ChatGPT, OpenAI, perd des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Ce qui me fait le plus peur dans tout ça, c'est que la tech va beaucoup plus vite que la société ne s'y adapte. OpenAI, pour moi, c'est le Netscape de l'IA. Toi, pour les 5 prochaines années, si tu devais donner 5 actifs à avoir dans son portefeuille, tu donnerais quoi? 5 actifs. Et c'est très difficile. Salut Omar. Hello. Tu vas bien? Ça va super, et toi? Ça va, très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, je te reçois, puisque toi, tu as cofondé Fineco. Tu vas nous parler un petit peu plus de toi et de ton parcours dans quelques secondes, mais je vais introduire les sujets dont on va parler là, dans ce podcast-là. Donc toi, tu es focalisé sur tout ce qui est économie, marché financier. Et donc, je voulais avoir ton avis pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe actuellement dans les cycles des marchés financiers, ou en tout cas, voilà, est-ce que avec ce qui se passe en ce moment d'un point de vue géopolitique, est-ce qu'il vaut mieux investir maintenant? Est-ce qu'il vaut mieux attendre avant d'investir? Est-ce que on est en pleine bulle de l'intelligence artificielle? Voilà, on va aborder un peu tous ces sujets-là. On va traiter aussi un petit peu de Bitcoin et des cryptos en même temps. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, écoute, je vais essayer de faire rapidement. Je suis résident à Monaco, j'ai toujours vécu à Monaco. J'ai travaillé plusieurs années dans la banque privée. J'étais dans des gros établissements comme HSBC, Barclays. Et en fait, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que c'était très bien. J'ai aussi été trésorier dans une société qui fournit des services de maintenance et d'opération pour des grandes sociétés, donc des grandes multinationales style ExxonMobil, Total Energy. Et en fait, au bout de 2-3 ans sur ce projet-là, j'ai rencontré du coup Martin, qui est aussi fondateur de Fineco et qui a souhaité qu'on lance cette fameuse aventure. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien. Pour expliquer un petit peu rapidement ce que fait Fineco, on essaye un petit peu de démocratiser l'investissement en bourse. L'objectif, c'est pas nécessairement entre guillemets, brouiller les gens avec les bilans financiers ou autres. Nous, notre objectif, et ce qui fait aussi que l'investissement est beaucoup, en tout cas fait de meilleures performances ainsi, c'est d'utiliser la méthode top-down. La méthode top-down, c'est comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire comprendre la politique monétaire que l'on a en face de nous, la politique budgétaire aussi que l'on a en face de nous, l'environnement géopolitique, l'environnement macroéconomique, donc que ce soit des données style inflation, chômage ou autre. Et quand on a fait cette fameuse grille d'analyse-là, on est capable de savoir quels sont les secteurs qui vont performer ou qui vont surperformer, voire ceux qui vont vraiment faire de très 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 mauvaises performances. Donc l'objectif avec cette analyse-là, c'est clairement un peu une méthode un peu à l'entonnoir, quoi. C'est-à-dire une vision globale pour aller vraiment sur la valeur qui, elle, va véritablement profiter de ce système-là. Ça diffère un petit peu de ce que l'on voit aujourd'hui sur le paysage un petit peu français, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit c'est un peu la méthode bottom-up. On lit des bilans, oui, cette société est superbe, tu devrais investir là-dedans parce qu'elle va toujours continuer de performer pour telle ou telle raison, sauf que les gens oublient 2 aspects. Un, c'est que justement l'environnement macroéconomique a un impact sur les sociétés. Et 2, en tant qu'investisseur particulier, vous n'avez aucun, et encore une fois je dis bien, aucune vision sur la partie opérationnelle de ces sociétés-là. Donc vous pouvez lire des bilans, émettre des hypothèses, mais ça reste toujours des hypothèses qui vous sont propres et qui sont influencées par des biais de confirmation. Toujours. Ok. Bon, on en reparlera un petit peu après. Ouais. Tu me diras ce que tu penses des ETF, alors peut-être bien de sûr. ce genre pour ce genre de cas-là. Mais déjà, c'est quoi, toi, ton point de vue là, sur le marché de manière globale et surtout depuis ce qui arrive et les États-Unis, les opérations des États-Unis au Moyen-Orient, l'attaque de l'Iran, etc. Écoute, si je dois faire une espèce de photo globale, au départ, le scénario que nous, on avait chez Fineco depuis l'année dernière, donc depuis le Liberation Day, c'était de voir finalement
Un Donald Trump qui, à la base, voulait faire des économies très importantes du gouvernement pour faire en sorte que la dette ne soit, en tout cas, soit un tout petit peu moins un problème pour les taux longs. Donc, aujourd'hui, quand on a eu le Liberation Day, Trump a dit, au final, au lieu de faire des économies, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que la croissance soit la plus importante possible. Pourquoi ? Pour que l'État engrange énormément de recettes qui vont payer la charge de la dette américaine aujourd'hui et donc permettre aux États-Unis d'avoir des taux longs beaucoup moins importants pour pouvoir se refinancer et continuer de financer la dette américaine à des taux beaucoup plus avantageux. D'où les tarifs douaniers. D'où les tarifs douaniers qui sont censés un petit peu aider à cela, sur la théorie. Ça, c'est la vision de Donald Trump depuis avril jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, et nous, notre vision se vérifiait, donc on avait vraiment ajusté les investissements, etc. en ce sens-là, sauf que depuis ce fameux conflit-là, les choses sont un petit peu potentiellement en train de changer. Pourquoi ? Parce que le scénario que l'on avait, c'était un scénario où l'inflation restait collante, entre 2,5 et 3%, ce qui est parfaitement acceptable pour les entreprises, beaucoup moins acceptable pour les ménages, on va dire, qui sont moins aisés, mais ça reste aussi très acceptable pour ceux qui sont très très riches. Et on le voit de toute façon aujourd'hui avec des services qui continuent d'être toujours très très chers parce qu'on a toujours de la demande qui est derrière. Donc, quand on a ce fameux conflit-là, le scénario est un petit peu en train de changer parce que plus on avance, plus la guerre est en train de continuer de faire rage, plus elle va durer, plus elle va avoir des impacts sur la macroéconomie. Parce que quand vous avez 20% du commerce de pétrole qui est bloqué, bien évidemment, ce qui se passe, c'est que on a des problématiques à tous les niveaux, que ce soit sur l'industrie, mais aussi que ce soit sur d'autres secteurs. Et donc, à partir de ce moment-là, les prix vont être bien évidemment impactés. Donc, le scénario que l'on avait au départ, 2,5-3% d'inflation et une croissance très forte, peut être très vite remis en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se rendre compte que les prix peuvent aller très haut, donc les 2,5-3% peut ne plus être un vrai scénario, donc on aurait plutôt une inflation un peu plus importante, et donc du coup, en face, potentiellement, la demande sera moins importante. Donc si la demande est moins importante, on peut avoir un ralentissement économique. Et donc on arriverait avec une croissance moins forte, une inflation plus forte, et le scénario qui peut se refléter, c'est ce qu'on appelle une stagflation. Et donc le vrai problème, et j'arrêterai là et je dirai du coup ce que je pense de ce marché, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est que les banques centrales aujourd'hui essayent de baisser les taux. Avec des données comme ça, c'est difficile de baisser les taux, parce que soit tu te dis, je relance la croissance en baissant les taux, vu qu'on va arriver sur une croissance qui sera potentiellement moins importante, je dis bien potentiellement, parce qu'il faudra voir la suite des événements, mais de l'autre côté, tu as une inflation qui va commencer potentiellement à grimper, et donc tu te dis, normalement, si je dois faire en sorte que l'inflation soit moins importante, il faut que j'augmente les taux. Donc, tu arrives face à un dilemme quand tu es une banque centrale. Sachant qu'on est en train de changer de président de la Fed, Powell doit partir en mai prochain. Donc, c'est très difficile d'avoir une vraie vision sur le marché. Donc, sur la politique monétaire, on a des incertitudes. Sur la politique budgétaire, on a des incertitudes parce que les droits de douane ont été retoqués. Et maintenant, la question, ça va être de savoir comment ça va se passer. Sur la géopolitique, on a des incertitudes parce qu'on ne sait toujours pas comment ça va se terminer ni quand ça va se terminer. Donc, et sur la partie IA, et on en reparlera probablement bien après, bien évidemment, il y a des questions qui se posent sur le financement parce que les CAPEX sont une chose, mais à un moment donné, il faut les financer. Les Mag 7 ont tout le cash nécessaire pour le faire, mais pour tenir leurs engagements, leur cash flow ne suffira pas nécessairement. Donc il faudra s'endetter. S'endetter à quel taux ? Si les taux restent élevés, ça a aussi un impact. Le coût du capital a un vrai impact. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le marché est en train de ranger depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire entre 6500 points et 7000 points sur le S&P 500. Donc ma vision de ce marché, c'est que tant qu'on n'a pas d'éléments de réponse, on reste sur le côté. Et c'est comme ça que je fonctionne en fait. Donc moi, j'avais un petit peu cette vision-là en dehors de ce qui se passe avec l'Iran, bien évidemment, parce que j'aurais jamais pu l'anticiper. Et personnellement, je ne pensais pas qu'ils attaqueraient lors de ce premier trimestre. Mais bien avant, on avait déjà beaucoup d'éléments qui nous permettaient de comprendre qu'en réalité, avoir une position cash était une solution déjà très importante et une vraie solution à garder en tête pour la suite. Donc pour l'instant, ça paye.
une bonne position cash est actuellement, en tout cas du côté de nos membres et puis de moi-même personnellement. Donc pour l'instant, on est patient et je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est être patient. Ok. Parce que tu parlais d'inflation à 2-3%. Bon, en Europe, en tout cas, c'est à peu près l'objectif de la Banque Centrale Européenne. 2%. 2%, ouais. Donc aux États-Unis, je ne sais pas exactement si ça diffère ou s'ils ont un objectif similaire, mais en tout cas, pour le moment, on est assez dans les clous. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du pétrole, bon, 20% du pétrole mondial. Bon, je crois que c'est peut-être un petit peu surestimé parce qu'il y a quand même des pipelines qui peuvent permettre d'en emmener un petit peu. En vrai, la réelle problématique est plus peut-être pour les pays asiatiques et notamment la Chine, qui sont vachement dépendants de ce pétrole-là. Mais il y a un autre problème, c'est tout ce qui concerne le gaz et les engrais aussi, qui pourraient commencer à se répercuter là-dessus. Donc on voit quand même une flambée. On a vu la flambée du pétrole, on a vu aussi la flambée du gaz un petit peu, peut-être un petit peu dans de moindres mesures, mais là on voit aussi le prix des engrais qui commence à augmenter. Tu penses qu'il y a peut-être une opportunité sur les matières premières, ou toi les matières premières tu n'y touches pas spécialement? Moi je suis pro matières premières, mais pour une raison beaucoup plus simple encore, c'est-à-dire que c'est un marché qui est extrêmement difficile à manœuvrer parce que il n'y a pas que l'offre et la demande qui influent sur leur prix. C'est un marché qui est beaucoup plus petit que celui des actions, et bien évidemment un marché qui est plus petit implique une volatilité beaucoup plus importante. Donc c'est très difficile de le manœuvrer, et encore une fois, ça dépend d'énormément de facteurs. Je prends l'exemple du cacao, ça va dépendre bien évidemment de ce qui se passe en termes de météo. Voilà. Des multitudes de facteurs sont autour de ces marchés-là. Donc pour moi, c'est difficile. Par contre, ce dont je suis conscient, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un cycle IA qui est très important. Il faut des matières premières pour qu'on le développe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'IA est un sujet tech, mais ça devient surtout un sujet d'infrastructure, autre que financier. Ça devient un sujet d'infrastructure. Et donc, pour cela, il faut des matières premières. Et c'est pour ça aussi qu'on voit une certaine demande sur le cuivre, on voit une certaine demande aussi sur l'uranium, etc., etc. Donc, les matières premières, au-delà même de ce qui se passe en Iran, moi, c'est un actif que je regarde de plus en plus parce que je suis bien conscient que la demande sera importante. Donc, il faut bien arbitrer, bien évidemment, la demande que l'on peut avoir, mais aussi l'offre que l'on peut avoir. Le platine était, par exemple, un élément que je regardais depuis un certain temps dans les métaux précieux, parce que je sais que le déficit entre l'offre et la demande est très important, et qu'il y avait potentiellement un rattrapage très important à faire entre le platine et l'or. Ça s'est vérifié l'année dernière, et on était très heureux. Maintenant, aujourd'hui, dans les matières premières, pour revenir vraiment sur les matières premières, ce que je regarde le plus, c'est le cuivre. Le cuivre, parce que bien évidemment, on a toujours aussi une demande extrêmement forte par rapport à l'IA. C'est utilisé dans énormément de sujets par rapport à l'IA. Et de l'autre côté, on a un déficit offre et demande qui est très important. De l'autre côté, il y a un autre sujet, c'est celui de l'uranium physique. Alors beaucoup regardent l'uranium en se disant, il y a des sociétés justement avec le nucléaire, etc. Et on voit des valeurs qui explosent à la hausse, Cameco par exemple. Mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, par rapport à l'uranium, c'est le physique, c'est l'uranium lui-même. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et les États-Unis l'ont montré, et c'est surtout Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a un retard par rapport à la Chine. Le retard est très important. S'ils veulent rattraper le retard, moi, ma thèse, ou en tout cas la thèse que l'on a chez Fineco, c'est que potentiellement, une réserve stratégique d'uranium ne serait pas une mauvaise idée. Ce ne serait pas déconnant de le voir apparaître. Et je dirais même peut-être plus, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, avec tout ce dont tu viens de parler par rapport au détroit d'Ormuz, etc., je ne serais même pas étonné que pour certaines matières premières critiques, on ait des réserves stratégiques. Ils en parlaient déjà à une époque, non? Ils en parlaient il y a très longtemps. Et c'était quelque chose qui était un petit peu resté finalement hacké. Mais maintenant qu'on a finalement un monde qui est un petit peu en train d'arriver avec 2 gros blocs, allez, disons 3, sachant que le 3e c'est l'Europe, mais qui doit encore s'affirmer, eh bien, je ne serais pas du tout étonné de voir des réserves stratégiques sur des métaux, des matières premières très critiques. Le cuivre et l'uranium peuvent en faire partie. Ok. Et ton point de vue sur l'or et l'argent, parce qu'ils ont connu des plus hauts quand même, il y a quelques... Je ne sais plus exactement à combien est le cours de l'or là. On est à 5000 je crois. Ok. Donc on a quand même un petit peu corrigé depuis les plus hauts, mais bon, ça reste quand même très haut. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça pour toi? Parce qu'on a atteint les plus hauts même avant le début de la guerre. Ben c'est exactement ça. Mais après, alors par rapport à ce qui se passe sur l'or et les métaux précieux,
L'argent est un cas un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de spéculation et c'est un marché qui est plus petit. Mais par rapport à l'or, on a pricé deux choses. Parce que globalement, encore une fois, sur les métaux précieux, ça dépend de deux choses. Elles sont libellées en dollars. Donc ça dépend du dollar et ça dépend de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, on a vu avec les banques centrales émergentes que la demande était de plus en plus importante. La banque centrale chinoise en achetait, indienne, kazakh, etc., etc., etc. Donc, on voyait une demande extrêmement forte. Et de l'autre côté, on voyait surtout un indice dollar. Et là, pour le coup, ça intéresse aussi les personnes qui sont investies sur les cryptos. C'est-à-dire qu'on a vu un indice dollar chuter depuis l'arrivée de Trump. Aujourd'hui, c'est différent, mais je vais expliquer aussi pourquoi le dollar s'est renforcé. Mais quand on a ces deux éléments-là, bien évidemment, on voit l'or s'apprécier. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il arrive à $5 000 aussi vite? Non, parce qu'il y avait un autre risque que potentiellement le marché voyait et que j'ai peut-être sous-estimé, c'est la géopolitique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu en train de voir tout cela se réaliser. On est simplement en train de faire deux choses par rapport à ça, c'est-à-dire que le premier point, c'est des tensions géopolitiques qui deviennent de plus en plus importantes. Et le deuxième sujet, c'est aussi potentiellement des pays émergents qui sont en train de se dire qu'on est trop dépendant du dollar, on a envie de diversifier, donc on diversifie. Et pour diversifier, l'or est un bon actif pour cela. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Pas nécessairement une dédollarisation, mais plutôt une diversification des actifs stratégiques de la part des pays émergents qui ne souhaitent plus nécessairement être ultra dépendants d'un dollar aussi fort. Ouais. Puis ça reste quand même l'actif ultime en cas de crise, en tout cas dans la tête des investisseurs et puis des banques centrales. L'or ? Ouais. Alors, ça dépend de ce que tu appelles crise. Si tu parles d'une crise financière style 2008, quand on a eu la crise de 2008, vraiment sur l'année 2008, l'or de mémoire a fait moins de 30%. Quand on a une crise financière de ce type 2008, et encore une fois, je pense que les gens ne mesurent pas nécessairement l'ampleur que ça a été. Enfin, encore, pour dire un petit peu comment je le vois le truc, hein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire que beaucoup estimaient que le système financier que l'on vivait depuis un certain temps était en train de s'effondrer et que l'on allait devoir passer à autre chose. Comment? Ça, c'était la question, mais le système s'effondrait en lui-même, le système financier. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu moins de 30% sur l'or. Pourquoi? Parce que l'or, comme l'argent, sont utilisés comme collatéral par les investisseurs institutionnels pour prendre des positions. D'accord? Donc, quand on prend des positions avec des effets de levier ou avec potentiellement des appels de marge, si tu te fais liquider, on va chercher... Tu vends le sous-jacent, donc tu vends ton or. Exactement. Bien collatéral. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que l'or a chuté et c'est pour ça que beaucoup de métaux précieux ont chuté à ce moment-là. Par contre, et c'est là où c'est très important, ce qui s'est passé, c'est que quand les choses se sont un petit peu apaisées et qu'on a eu une intervention de la Banque centrale américaine pour dire on va sauver un petit peu tout le monde, l'or s'est énormément apprécié. Et vraiment, on a eu un énorme rallye entre 2008, justement, donc fin 2008, jusqu'à 2012, jusqu'à l'intervention de Mario Draghi. Pourquoi? Parce que même si la Banque centrale américaine est intervenue, le marché savait que le système financier était trop fragile. Donc du coup, il s'est réfugié sur l'or à nouveau. Et c'est tout ce qui fait la différence avec l'or. Donc finalement, l'or est un petit peu le symbole, si tu veux, d'une méfiance du système financier dans lequel on est. S'il grimpe aussi fortement, c'est-à-dire qu'on se méfie du système financier. Pas nécessairement une dédollarisation, mais plutôt une vraie méfiance. Donc si on revient sur une crise style 2008, ce que je ne vois pas personnellement, mais imaginons on y arrive. On parlera avec le crédit privé après. Exact, mais il n'y a pas de problème. Mais si on y arrive, l'actif, pour moi, un refuge ultime, c'est plutôt des actifs qui vont capter toute la liquidité du marché d'aujourd'hui. L'ultime, et pour l'instant, personne n'en parle, mais c'est la vérité, c'est l'yen ou le franc suisse. C'est des devises qui sont des valeurs refuges de base. Le yen, c'est la devise du pays, ou en tout cas de la banque centrale, qui fournit le plus de liquidités sur la planète finance. Donc si on a une crise, toutes les positions de carry trade, toutes les positions un peu plus spéculatives, etc., vont être bouclées et l'argent revient à la maison. Si l'argent revient à la maison, la demande en yen va être de plus en plus forte. Et donc, on a un yen qui va s'apprécier.
Ah ouais, ok, c'est une autre. Parce que moi, je l'avais vu plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que s'ils impriment tellement, c'est que en fait, leur monnaie perd, entre guillemets, en Ouais. valeur. Mais toi, pour le coup, c'est plutôt l'inverse, parce que tu revends justement les emprunts que tu avais pris en yens pour acheter Exactement. des actions risquées, donc ce fameux carry trade. Exactement. Tu peux réexpliquer, Oui, quelques globalement, pour secondes? expliquer un petit peu le carry trade, c'est-à-dire que vous avez, allez, prenons l'exemple un petit peu de ce que vit le Japon. Le Japon, depuis début 2000 jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire encore, a des taux d'intérêt qui sont bas, historiquement très bas. Qui était même négatif. Qui étaient C'est-à-dire même qu'ils vous négatifs. payaient pour que vous empruntiez leur argent. Exactement. Et de l'autre côté, vous avez des économies et des marchés qui sont connus, hein, c'est-à-dire les marchés européens, les marchés américains, qui ont des taux sensiblement plus élevés. Donc, que font certains institutionnels? Ils empruntent ils empruntent du yen, ils le changent en dollars ou en euros, et ils l'investissent sur les marchés dans lesquels, justement, ils ont pris la devise, pour avoir un rendement supérieur au taux auquel ils ont emprunté ces fameux yens. Et donc, c'est finalement comme ça, en fait, qu'on a du yen carry trade. Donc, aujourd'hui, ça marche très bien, et ça marche encore plus depuis un certain temps, un peu moins aujourd'hui, parce que les taux Commencer à les rehausser. exactement, commencent à les rehausser. Mais ça a marché très, très bien, et ça a abreuvé le marché de liquidité, parce que on a une révolution technologique aujourd'hui qui est l'IA. Donc, bien évidemment, ça a permis de gonfler toutes les valorisations, de faire en sorte que les marchés grimpent très fortement, malgré une économie. Et c'est là aussi le fait que la macro, il faut bien la comprendre aussi. C'est-à-dire que certains peuvent dire que l'économie réelle est en pleine problématique parce que le peuple, entre guillemets, ne consomme plus, a du mal à consommer, ne s'y retrouve pas nécessairement avec des salaires qui sont plus élevés, etc., etc. Mais quand on prend vraiment la photo au global, qu'on comprend un peu comment fonctionne la liquidité, eh bien, on se dit que les investisseurs institutionnels qui font ce qu'ils font avec le carry trade et avec leurs investissements dans l'IA, ils ne sont pas dans l'erreur. Donc, ce carry trade-là, et c'est pour ça que je te parle de crise, si imaginons un jour, on a une crise financière style 2008, on va se dire que la demande va complètement être détruite. Si la demande est détruite, tu n'as aucune raison de rester sur les marchés. Donc, tu coupes tes positions, tu rembourses tes yens, et la demande en yens va être très importante. Et c'est pour ça que vraiment, encore une fois, et le CHF, donc le franc suisse, c'est encore autre chose. C'est parce que c'est vraiment... Tu connais la situation de la Suisse, mais globalement, pour moi, dans un cas de crise, ce sont les actifs qu'il faut regarder. Et de toute façon, l'histoire le prouve avec des performances qui sont énormes. Ok. Le CHF, c'est parce que c'est le pays qui est le mieux géré. Enfin, la banque centrale gère le mieux la monnaie. C'est la meilleure banque centrale du monde, voire de l'histoire. Du coup, tu m'as fait une passe décisive sur l'IA. Je voulais aborder ce sujet-là avec toi. On voit que la hausse du S&P est quasiment portée uniquement par, tu en as parlé tout à l'heure, les Max 7, donc les Magnificent 7, donc les Amazon, Nvidia, Tesla, Google, et je sais Microsoft, Apple, et il m'en manque une, je sais plus laquelle. Beaucoup sont tournés autour de l'IA. En fait, si on enlève ces sets-là, ou si on enlève, on peut dire, un peu l'IA des marchés financiers, on est très loin d'avoir atteint des plus hauts sur les autres capitalisations. Alors, là, c'est un peu une question de pondération, mais je ne suis pas nécessairement d'accord sur ça. Je vais donner un exemple très, très simple. Ça fait depuis un certain temps ça fait depuis d'ailleurs octobre, depuis le fameux discours de Powell en octobre, où il disait que potentiellement il n'allait pas baisser les taux aussi facilement que le marché attendait, que ça fait depuis cette période-là, et puis aussi, ça fait depuis aussi une autre période, c'est-à-dire depuis que les capex n'arrêtent pas d'exploser, et que... Capex? Oui, c'est les investissements capitalistiques. Donc c'est clairement les investissements de la part de ces sociétés-là pour l'IA. Vraiment, je caricature. Hein. Et globalement, depuis qu'on a des capex qui sont monstrueux et qu'on est en train de se rendre compte que finalement, la plupart du cash que génèrent ces sociétés-là ne finira pas dans des rachats d'actions ou ailleurs. Donc, du coup, depuis octobre, les Max 7 ne font que baisser. Quand on prend l'indice Max 7, d'accord, il est en baisse. Il ne fait que baisser depuis cette période-là. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des rotations sectorielles, c'est-à-dire que de l'autre côté, on a des secteurs qui n'arrêtent pas d'être très porteurs.
Celui qui est le plus porteur aujourd'hui, c'est celui de l'énergie, évidemment pour toutes les raisons que l'on connaît, mais ça ne fait pas que depuis aujourd'hui que ça grimpe, ça fait depuis un certain temps. Il y a aussi la consommation de base qui grimpe, il y a aussi l'industrie qui grimpe. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit, l'IA, ça devient une question d'infrastructure. Donc il faut de l'industrie. Donc potentiellement, il te faut de l'énergie, enfin il te faut de l'électricité, il te faut énormément de choses. Et donc le secteur industriel, exactement. Etc. Et le secteur industriel en profite également. Donc ce à quoi on a assisté et qui fait aussi que le S&P 500 se maintient bien, c'est que on a, ok, peut-être une dépendance par rapport à la tech, ça se vaut, et je le comprends parfaitement, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les Mac 7 ne font que baisser d'un point de vue global. D'accord ? Microsoft a pris moins 30, je crois, ou moins 35% depuis son top. Ce n'est pas rien. Il n'y a que Google et Nvidia qui grimpent bien, mais Tesla est loin de son top. Microsoft est loin de son top. Amazon est encore un peu loin de son top également. Donc, il faut quand même bien le mesurer. Mais de l'autre côté, on a des secteurs qui rattrapent tout ça et qui font que finalement, on a cette situation de range qui est là. Donc, peut-être qu'on a une dépendance énorme, mais encore une fois, le vrai sujet pour moi, quand je regarde le S&P 500, c'est d'un point de vue global. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand je regarde les marchés, personne ne veut en sortir. Moi, les investisseurs institutionnels, en tout cas comme je le vois, j'en ai discuté avec certains, ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils avaient vendu une bonne partie des actifs en début d'année, ils sont dans une position attentiste. Le conflit iranien a accentué un petit peu le fait qu'ils avaient raison, mais de l'autre côté, ils ne veulent rien rater. Donc, ils achètent ce qu'on appelle des produits dérivés, donc des options. Donc, ils achètent des calls ou alors ils vendent des puts, mais tout ça juste pour rester quand même exposés sur ces actifs-là. Si le marché baisse, ils vont entre guillemets, fermer leur position via produits dérivés, et ils vont continuer toujours de rester en cash et d'attendre de voir un peu plus d'accalmie. Si le marché se retourne de manière positive parce que fin du conflit iranien, peur récessionniste, peur stagflationniste complètement injustifiée, eh bien, ils auront tout gagné et ils seront de nouveau de retour sur le marché. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu as une dépendance à l'IA, mais globalement, quand on regarde ce marché-là, dire qu'il est sain n'est pas le meilleur adjectif, mais dire qu'il est parfaitement logique avec ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas déconnant. Moi, quand je prends la photo, encore une fois, globale d'un point de vue macro, etc., je ne suis pas excessivement choqué que le marché soit à 6600 points aujourd'hui sur le S&P 500. Ok. Donc là, tu dis que les instits, en fait, se hedgent toujours. De toute façon, ils se hedgent toujours, c'est-à-dire qu'ils se protègent de fluctuations en prenant des positions dérivées sur du short ou alors sur du long, inversement. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait avec, par exemple, le meilleur exemple, c'est celui-ci. Ça a été ce qui se passe par rapport à l'IA. Ils ont été très longs Mac 7 pendant un certain temps, mais de l'autre côté, ils ont shorté le software pour se couvrir, parce qu'ils savaient très bien, en tout cas, ils ont accès à des études, etc., qui montrent que le software peut être l'un des grands perdants de l'IA. Donc software, c'est toutes les boîtes qui proposent des logiciels en SaaS avec abonnement que maintenant on pourrait remplacer en utilisant des outils d'intelligence artificielle pour créer nous-mêmes, théoriquement, ces applications-là. C'est ça. T'en penses quoi d'ailleurs, toi, de ça? Parce qu'il y a eu quand même des grosses chutes, je crois. C'est passé Salesforce, il y a eu Adobe. Ouais. Adobe, Salesforce, ServiceNow, il y en a eu beaucoup qui ont dégringolé. Mon avis, c'est que, comme toute révolution technologique, et c'est toute la difficulté d'avoir ce type de révolution-là, c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels, et là je vais être dur, mais ils ne comprennent pas la tech. Ils ne sont pas là pour comprendre la tech. Eux, ce qui les intéresse, c'est de comprendre comment la société... comment on peut avoir un retour sur investissement, et de l'autre côté, comment la société peut se comporter. Mais pour justement essayer d'anticiper, entre guillemets, les futurs revenus de ces sociétés-là. Mais encore une fois, et pour moi, c'est le vrai sujet finalement un petit peu de l'IA aussi, au-delà de l'aspect financier et infrastructure, c'est-à-dire que aussi, à quel moment la société va pouvoir s'adapter à tous ces éléments-là. On le voit, le monde va très vite avec l'IA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est sur ChatGPT, beaucoup utilisent ChatGPT dans leur quotidien. Je pense qu'il n'y a pas une journée où personne n'utilise de LLM aujourd'hui. Donc, le vrai sujet pour moi,
Et c'est du coup un petit peu ce qui ressort sur les softwares, c'est-à-dire que comment la société peut s'adapter. Et personne n'a aucune idée. Est-ce qu'on va du jour au lendemain abandonner Adobe parce que potentiellement avec Claude on est capable de faire ceci, cela? Je ne pense pas que les sociétés, en tout cas les entreprises notamment, peut-être les particuliers, mais en tout cas les entreprises, j'ai du mal à croire qu'elles le feront du jour au lendemain. Et encore une fois, on est toujours finalement, quand on est dans ces éléments-là, dans ce type de contexte-là, on est un peu plus dans la spéculation. On spécule. On réagit beaucoup à l'émotion, on voit des nouvelles choses arriver, des nouveaux plugins qui arrivent, et on se dit que potentiellement, tout va être chamboulé. Mais encore une fois, les institutionnels ne sont pas bons pour comprendre la tech, et leur job n'est pas d'anticiper les futurs mouvements de société. Et comment, justement, le consommateur, que ce soit une entreprise ou un ménage, va s'adapter à tout ça. Donc, moi, à titre personnel, quand je vois ce qui se passe, quand je regarde des sociétés comme Adobe, comme ServiceNow, je sais que leur avantage compétitif est très important et je suis conscient également que ces boîtes-là sont assez smart et assez solides pour pouvoir justement utiliser l'IA à leur propre avantage. Donc c'est plutôt comme ça que je le perçois. Donc est-ce plus des opportunités pour toi qui se dessinent À ce jour, je dirais comme ça. Par contre, ça va mettre beaucoup de temps parce que plus on va avancer, plus on verra que la tech va avancer, plus on aura des nouvelles annonces, plus on aura beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, potentiellement, l'inquiétude peut encore continuer à s'accentuer. Le crédit privé aussi n'arrange pas les choses. Et on en reparlera après. Mais globalement, je pense que ça va être un processus qui va prendre du temps. Mais à aujourd'hui, avec tous les éléments que l'on a, je pense que ça ressemble à une opportunité. La question, ça va être de savoir quel sera l'événement, entre guillemets, qui va modifier un petit peu tout ça. Donc peut-être des sorties de la part de ces sociétés-là. Peut-être qu'Adobe va débarquer avec un outil nouveau grâce à l'IA et qui peut révolutionner les choses. Adobe en est capable. Peut-être que pour ServiceNow, ce sera d'autres outils, etc., etc., etc. Donc c'est finalement, sur ce secteur-là, ça ressemble à une opportunité, mais je pense que vaut mieux faire preuve de patience en attendant d'avoir plus de visibilité de la part de ces sociétés-là, plutôt que de se dire je rentre maintenant, et puis de toute façon, dans 20, 30 ans, peut-être, ces boîtes seront toujours présentes parce que c'est Adobe et parce que c'est ServiceNow et parce que c'est Salesforce. Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. Okay. C'est très difficile encore. C'est vrai qu'on aime bien toujours se faire un petit peu peur avec la tech, comme quoi on va perdre, tout le monde va perdre ses emplois, etc. Il y avait notamment un article de Citrini sur X qui avait beaucoup fait parler, qui avait très bien fonctionné, qui avait fait énormément de vues, et donc qui prévoyait un futur où en fait quasiment tout le monde serait mis au chômage par l'intelligence artificielle et les agents IA, etc. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand il y a une nouvelle technologie, ça fait pas travailler moins les gens, ça les fait travailler plus efficacement, voire même peut-être même davantage qu'avant. Donc même s'il y a quand même un certain nombre de licenciements en ce moment, je pense à Meta encore qui a annoncé entre 15 et 20 000 personnes, c'est 20% des effectifs. Ouais. 20% des effectifs licenciés. C'est possible qu'en fait, ça permette de générer une croissance qu'on aurait pas imaginé pour ce type de business, alors peut-être pas pour tous les business, mais en tout cas pour ceux qui arrivent à prendre le tournant, quoi. Bah c'est ça, et en fait pour moi, tu vois, je te parlais de phénomènes de société et de comment la société va s'adapter. Moi, tu vois, l'article de Citrini, il explique parfaitement tout cela. C'est-à-dire que moi, ma vraie crainte, c'est que le modèle de société que l'on a aujourd'hui soit vraiment bien modifié. Tu vois, aujourd'hui, l'économie telle qu'on la connaît, c'est t'as une demande, t'as une offre. D'accord ? Tout le monde va travailler et quand ils prennent leur salaire, ils consomment. Aujourd'hui, ce modèle-là est un petit peu remis en question et c'est ce qui explique aussi que l'article de Citrini est très bon. Et en tout cas, moi, j'en parlais déjà, pas autant que lui, attention, parce que lui, il a fait un travail monstrueux. Vraiment, c'est gigantesque comme travail. Mais nous, de notre côté, ce qu'on se posait comme question, parce que la macro est très importante pour nous, c'est-à-dire que nous, on se disait, mais si on a des emplois qui sont supprimés, et c'est pour moi le vrai sujet, c'est-à-dire que si on a une transformation de la société et une implantation de l'IA qui est aussi rapide, bien évidemment, les sociétés, pour s'y adapter, vont mettre du temps. Elles ne vont pas s'adapter aussi vite
que l'innovation technologique que peut représenter l'IA. Donc, il peut y avoir des licenciements, il y en aura, je n'ai pas de doute là-dessus. Tout dépend des secteurs, mais globalement, les cols blancs, comme on les appelle, ouais, principalement, vont souffrir. Donc, quand on a tout ça, le vrai sujet, ça va être de savoir d'où va venir la demande. Si on a moins de personnes qui travaillent, etc., d'où va venir la consommation? Tu vas avoir des gains de productivité gigantesques, et ça va se refléter sur la croissance du pays, mais de l'autre côté, la consommation des ménages, etc., ne sera plus aussi déterminante. Et ce serait peut-être pour la première fois qu'on vivrait un gain de productivité énorme du côté des entreprises qui ne se matérialise pas du côté des travailleurs, entre guillemets, et qui ne se redirige pas vers eux, quoi. C'est la question de la répartition des richesses qui va être mise, qui va devenir vraiment centrale par la suite. Comment? Donc il y a des gens qui parlent de revenus universels, etc. Bon, ça, je laisse les sujets à ces personnes-là. Mais la vraie question, ça va être ça, c'est comment on va pouvoir muter le système dans lequel on est pour qu'il soit toujours positif, sachant qu'on est plus de 7 milliards de personnes sur la planète. Donc c'est tout le sujet finalement d'un point de vue macro, et c'est pour ça que je dis que l'article de Citrini est énorme, vraiment sur ça, et c'est pour ça qu'il a fait un énorme bruit, et que le marché a réagi en conséquence, malgré lui. Mais pour moi, c'est ce qui m'effraie un petit peu, et c'est pour ça que je parle beaucoup parfois de bulles par rapport à tout cela, c'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression qu'on va plus vite que la musique, et avec des montants qui sont considérables. Voilà. Et la société, pour moi, n'a pas le temps de s'y adapter. C'est pas comme Internet. Internet, c'était un petit peu différent. C'était des coquilles vides pour la plupart. La tech était là depuis les années 80. On a eu évidemment des bulles, etc. On a eu des folies d'un point de vue valorisation. C'était complètement délirant. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup moins important. Mais ce qui me fait le plus peur dans tout ça, c'est que la tech va beaucoup plus vite que la société ne s'y adapte. Et c'est pour moi peut-être potentiellement à un moment donné, si on a des investissements aussi massifs, potentiellement peut-être qu'on a de la surcapacité, de la surproduction, tout ce que tu veux, et qu'à un moment donné, qu'on se rend compte que finalement on a peut-être surinvesti, sachant que la société, elle, ne s'y adapte pas aussi rapidement. Donc c'est pour ça que la question de la monétisation devient centrale, la question du rendement, de la rentabilité devient centrale. Mais justement, encore, tu fais une bonne transition vers la bulle de l'IA. Est-ce qu'on ne serait pas en pleine bulle, effectivement, de l'IA? Parce que, comme tu le dis, en termes de rentabilité, je crois que c'était JP Morgan qui disait qu'avant que ChatGPT soit rentable, ils estimaient qu'il fallait encore dépenser 150 milliards ou 200 milliards de dollars, voire même peut-être plus par jour. ChatGPT, OpenAI, perd des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Anthropic, j'imagine que ça doit être pareil. En fait, quasiment toutes les boîtes qui développent des modèles LLM en ce moment crament une quantité de cash monstre. C'est possible qu'un jour elles fassent faillite si elles n'arrivent plus à lever sur les marchés financiers. Là, tu me diras que ça dépend aussi de la liquidité qui est en face. C'est ça. Mais moi, mon avis sur OpenAI ne date pas d'hier. Ça fait depuis la création de Fineco que je dis que OpenAI, pour moi, c'est le Netscape de l'IA. Netscape, c'était une société qui a fait faillite dans les années 90 et qui était le premier navigateur. D'accord. Après, ça a été Internet Explorer et depuis, on connaît tous ceux qui sont arrivés par la suite. Mais moi, OpenAI, je le considère comme le Netscape de l'IA. Et je pense que ce qui va se passer, après c'est un avis personnel parce que pour des questions de financement et aussi pour des questions de gouvernance, je pense que Microsoft ravalera la boîte tôt ou tard. C'est comme ça que je le perçois pour garder la tech qui, elle, pour le coup, est très très bonne, et pour moi il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est plutôt la question de gouvernance. Microsoft derrière OpenAI? Oui, bien sûr. Ah, ils sont derrière OpenAI et aussi Anthropic, parce qu'ils collaborent beaucoup avec c'est Anthropic. Google qui est derrière Anthropic. Ah, c'est Google derrière Anthropic? Ouais, normalement. Ah ouais? Ah ok, je comprends là. Mais non, Microsoft est derrière OpenAI, et du coup le sujet derrière ça, en fait, c'est oui, tu le dis très très bien, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques de financement. Moi, encore une fois, je pense que la plupart des LLM sont voués à être ravalés par des Max 7. C'est comme ça que je le perçois. En tout cas, elles ont les financements. Si elles doivent investir, elles ont les reins solides, plus solides en tout cas. La question, c'est de savoir qui est derrière les financements, toujours. Est-ce que c'est auprès des banques?
Est-ce que c'est auprès d'institutions, on va dire, extrêmement solides, ou est-ce que c'est auprès d'investisseurs style saoudiens, qataris, et qui, eux, sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent, avec plus de facilité, parce qu'ils sont là aussi pour faire un peu de spéculation. Donc, c'est toute la question. Donc, moi, mon projet aussi, enfin, en tout cas, par rapport à tout ça, ma vision, c'est que l'IA est une vraie révolution. Je pense vraiment que le financement va devenir un vrai sujet. C'est comme ça que je le perçois personnellement. Je pense que le financement va devenir un vrai sujet. Et la question va être de savoir si on va pouvoir monétiser et rentabiliser tout ça. OpenAI est en train de discuter, par exemple, avec The Trade Desk, une société qui est dans la publicité, pour justement apporter des publicités dans leur outil. Là, ils l'ont déjà démarré. Hein. Sur les versions gratuites, ils ont déjà démarré de la publicité. Je crois que c'est très très cher pour le moment. Et ils risquent de perdre beaucoup de parts de marché parce que les gens, s'il y a un produit qui ne te propose pas de publicité, qui est quasiment équivalent à un produit qui propose de la publicité, on sait vers lequel vont aller les gens. C'est ça. Donc c'est finalement, c'est un business model qui va se transformer avec le temps. Et encore une fois, il y a des centaines de milliards de dollars qui sont en jeu, voire plus. Donc la question, ça va être de savoir qui va survivre. Encore une fois, je pense qu'OpenAI n'est pas voué à survivre. Je miserais beaucoup plus, enfin à la base je misais beaucoup plus sur Anthropic, mais j'ai l'impression que le gouvernement américain n'est pas très fan, parce que bien évidemment le patron a refusé d'aller beaucoup plus loin avec le gouvernement américain. Mais moi, ma vision, c'est qu'on est en train de vivre en fait justement beaucoup de spéculation, beaucoup d'investissements, mais que les grands gagnants se manifesteront à la fin. Et généralement, je pense à des gros. Celui que j'avais en tête, c'était Google. Et puis de l'autre côté, potentiellement, il y a de nouveaux acteurs qui vont arriver quand justement tout cela s'apaisera et qu'on arrivera vers une sorte de maturité sur cette révolution technologique-là. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ouais, mais les grands gagnants, c'est aussi ceux qui vendent les pelles, Nvidia, les data centers, tout ce qui est les puces. Exactement, mais et pour moi, je vais même aller plus loin, tu vois. Et pour moi, c'est exactement ceux qui vendent les pelles. Mais je dirais même pas nécessairement les data centers. Moi, je dirais même ceux qui fournissent des services ou des outils pour les data centers et pour les fabriquer. Celui que j'avais donné, par exemple, dans notre podcast personnellement, c'était Dell. Dell, c'est une société... encore une fois, hein, j'ai fait mon travail, on va dire, j'ai fait mon devoir, quoi. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, mais Dell a tout à gagner, dans le sens où on a besoin de plus en plus de data centers. On sait que la demande est toujours aussi importante sur l'IA, donc il faut fournir les serveurs. Si on fournit les serveurs, alors que de l'autre côté, et c'est là aussi où les valorisations peuvent entrer en jeu, c'est-à-dire que Dell est perçue comme si elle vendait, c'est terrible ce que je dis, mais quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est valorisée comme si elle vendait encore des ordinateurs sous Windows XP, quoi. Moi, c'est ça qui me fait un peu rire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, pour moi, hein, par rapport au potentiel qu'elle a, elle est sous-valorisée encore. Donc, Dell... finalement, le marché, par rapport aux derniers résultats, s'est rendu compte de tout cela et commence à la pricer un peu plus. Donc, le cours n'arrête pas de grimper. Et c'est plutôt ces acteurs-là qui fournissent, comme tu le dis, les pelles, qui vont être les grands gagnants. L'autre exemple, et dont je parle sur Fineco depuis pas mal de temps maintenant désormais, parce qu'on a fait pas mal d'investissements là-dessus, c'est la robotique. Et notamment les robots humanoïdes. Nous, ce qui nous intéressait, c'est pas les sociétés qui vendent des robots, parce que ça... Je n'ai aucune idée pour l'instant de la demande, si elle va être excessive. Mais par contre, ce dont je suis bien conscient, c'est-à-dire que grâce à l'IA, bien évidemment, ces trucs-là vont pouvoir se développer massivement. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'il y ait du volume, que l'on construise des robots sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, je vais chercher qui fournit les encodeurs, qui fournit les outils pour le toucher, qui fournit les outils pour la vue, etc. etc. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, en tout cas pour moi, par rapport à l'IA. Le computer vision, pour qu'il puisse se repérer, pour qu'il puisse apprendre que ça, c'est tel objet, exactement. tel objet, tel objet. Toi, qu'est-ce que tu penses ? Il y avait un graphique qui avait tourné pendant un moment sur Twitter, qui était un peu critique, en tout cas qui amenait l'idée que toutes ces grosses boîtes dans l'IA et dans la tech avaient des contrats, se financer entre elles et signer des contrats entre elles, etc. En fait, que l'argent ne faisait que tourner dans un cercle fermé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça ? C'est ce qu'on a déjà vu en 2000, donc il n'y a pas de... Enfin, moi, je suis absolument pas surpris. Mais c'est d'un autre côté... Enfin,
c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aspire à voir quand on nous dit que la révolution tech, que la partie financement, etc. est parfaitement saine. C'est des choses qu'on n'est pas censé voir. Il y a d'autres choses aussi qu'on n'est pas censé voir et que l'on voit de plus en plus. L'exemple que j'ai trouvé récemment et que je trouve incroyable, et encore une fois, ça fait une petite passe D pour le crédit privé, c'est Blue Hole qui a créé en fait une société avec Meta pour gérer un data center qui appartient à Meta normalement. Sauf que Meta détient 20% de la boîte, 80% sont détenus par Blue Hole. Mais Blue Hole n'utilisera jamais ces data centers. En tout cas, ce data center. Donc, tu vois, on a pas mal de montages de ce type-là. Et comme le financement que l'on a pu voir, par exemple, c'était comme celui que tu donnes, hein, c'est-à-dire OpenAI qui voit un investissement massif de la part d'NVIDIA pour que OpenAI achète des puces NVIDIA. Donc, bon, on a compris, en fait, l'argent revient toujours à celui qui l'envoie. Mais donc, globalement, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est des pratiques qui sont légales, c'est des pratiques que l'on voyait déjà bien avant, que l'on verra toujours. C'est juste qu'en termes d'image, en termes de communication, et en tout cas pour ceux qui sont investis sur les marchés et qui ne voient pas nécessairement, qui voient plutôt une espèce de bulle derrière l'IA, pour eux, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement positives et qui donnent un petit peu du grain à moudre. C'est plutôt comme ça que je le perçois. Dernière question avant de passer au crédit privé, autour de l'IA. On a parlé beaucoup d'acteurs américains. Est-ce que toi, tu suis certains acteurs français, européens ou chinois, parce que les Chinois sont aussi extrêmement en avance et en pointe là-dessus, qui peuvent être intéressants à suivre et à regarder. Je pense au VH du côté des data centers et avec tout ce qui est cloud souverain, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Beaucoup trop endetté. OVH est beaucoup trop endetté. Moi, il y avait une société... Enfin, il y en a quelques-unes, mais je vais en donner deux. Il y en a une, c'est une société suédoise qui s'appelle Hexagon AB. Et elle, c'est une société vraiment purement industrielle, mais en tout cas qui a commencé à se spécialiser dans la robotique et qui a des partenariats avec Microsoft et des partenariats aussi avec Nvidia. C'est une société qui, fondamentalement, est très forte. C'est une très bonne société. Mais bien évidemment, vu que c'est un marché qui est un peu plus petit, donc le marché suédois, donc un peu moins regardé. Mais quand on regarde la performance de cette société-là, c'est une société qui peut être intéressante. L'autre, et qui est un peu plus spéculative, mais globalement qui est en train de prouver pas mal de choses, c'est une société dont on a beaucoup parlé chez Fineco depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est Schaeffler. Schaeffler, c'est une société allemande qui, à la base, fournissait des services, donc du coup, vraiment industriels pour l'automobile. Et elle a fait un espèce de changement de business model, vraiment un changement un petit peu même de structure et de domaine. Elle s'est spécialisée dans les robots. Donc elle fournit des services pour justement la construction de robots. Donc elle est robot humanoïde surtout. Et elle a commencé à décrocher de plus en plus de contrats. Donc le cours, à un moment donné, était autour de 3 euros ou 4 euros et a explosé jusqu'à 12 euros. Voilà, et très rapidement. Et nous, on l'avait perçu déjà depuis un certain temps. Et c'est une société qui n'arrête pas d'avoir de plus en plus de contrats. Donc, c'est clairement une valeur pour moi à surveiller pour la suite. Ok, ça marche. Tu disais OVH trop endetté. Qu'est-ce que ça fait une société qui est trop endettée? C'est quoi le problème ou les problèmes liés à ça? Le problème, encore une fois, d'OVH, c'est que l'endettement est beaucoup trop important. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est difficile de convaincre les actionnaires d'investir là-dessus parce qu'il y a aussi une question de soutenabilité de cette dette-là. D'accord? Et l'autre sujet, c'est que pour moi, encore une fois, et c'est tout le problème derrière, c'est-à-dire qu'OVH est ce qu'elle est. Mais de l'autre côté, en face, tu as Amazon Web Services, tu as Azure, et puis tu as Google aussi. Donc, très difficile de concurrencer ces groupes-là, ces mastodontes, et en tout cas des mastodontes qui sont implantés partout et qui ont un service qui est quand même assez exceptionnel. Donc, quand tu es OVH, un petit européen, avec des réglementations aussi importantes, du côté de l'Union européenne, c'est difficile de te faire une place. Et côté chinois, asiatique, tu regardes un petit peu ce qui se passe là-bas, côté tech, IA ou Bien sûr, ouais. Bien sûr, mais le vrai sujet par rapport à tout ça, c'est l'accès au marché chinois. Tu as des sociétés qui sont hyper intéressantes, notamment Unitree Robotics pour les robots humanoïdes aussi. Donc tu as les images que l'on voit de plus en plus de robots
chinois, c'est Unitree derrière. Le vrai sujet en fait derrière ces sociétés-là, c'est-à-dire que le gouvernement chinois investit massivement, subventionne massivement ces boîtes-là pour justement qu'elles créent et qu'elles aillent de plus en plus loin et montrer finalement un peu une certaine image d'innovation et qu'on ne garde plus en tête le fait que tout le monde pensait à l'époque que les Chinois ne faisaient que copier et pas créer. Aujourd'hui, la Chine innove. Et vraiment, la Chine est plus que les États-Unis même. Je pense personnellement qu'ils sont même en avance. Ça, c'est un avis personnel. Mais je pense qu'ils sont en avance. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est un peu difficile d'accès. Donc du coup, moi, ce que je fais, ou en tout cas ce que je mets toujours en avant dans nos tests d'investissement, c'est le fait que globalement, un ETF Chine domestique n'est pas une erreur. Ça te permet toujours d'être exposé à la Chine et à ces secteurs-là qui vont devenir de plus en plus importants. Donc c'est plutôt comme ça que je le perçois. Ok, ça marche. Tu en as parlé il y a quelques minutes, Bluehole et Meta. Du coup, passons au crédit privé. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une société comme Bluehole et ce qu'elle fait et les autres qui existent, BlackRock, Blackstone, Blackstone, pardon, etc. Globalement, c'est des sociétés qui fournissent, en fait, petit point historique, depuis 2022, les taux ne font que grimper. D'accord ? Donc, il devient de plus en plus difficile pour les PME, les TPE, toutes les sociétés de taille intermédiaire de se financer auprès des banques. Donc, au lieu de se financer auprès des banques, elles se financent auprès de sociétés différentes et qui ne sont pas des banques. Donc, généralement, ces sociétés-là sont des sociétés de crédit privé. C'est comme ça qu'on a finalement ce fameux... je ne sais pas si on peut dire bulle, oui, on peut appeler ça une bulle véritablement, mais globalement, c'est pour ça aussi qu'on a des encours de crédit qui sont aussi massifs sur le crédit privé, parce que les taux et les conditions d'accès étaient beaucoup plus faciles. Ouais, plus avantageux pour les entreprises. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on a eu ces boîtes de crédit privé qui se sont développées ? C'est quoi ? C'est pour placer l'argent de certains retraités, de certaines professions, de certains fonds de pension Qu'est-ce que c'est ? Qui fournit l'argent à ces fonds privés-là ? C'est toute la difficulté, parce qu'en réalité, c'est un système qui est très opaque. Mais globalement, il y a aussi des banques qui sont appliquées dedans. D'accord ? Il y a beaucoup de banques qui fournissent, il y a beaucoup de sociétés qui ont investi dans ces sociétés de crédit privé et qui ont fourni de la liquidité, en fait. Donc, globalement, mais il y a aussi je sais pas si on peut dire des particuliers, mais oui, des personnalités, enfin, des fortunes, on va dire, disons ça comme ça. Et globalement, ces sociétés de crédit privé qui avaient l'argent ont investi dans ces sociétés-là, donc des sociétés intermédiaires et qui veulent développer leur business et qui n'ont pas accès au financement bancaire. Donc, aujourd'hui, on a ces encours qui sont délirants, qui sont très importants. Beaucoup pensent à une crise de 2008, mais moi, quand je prends un peu la photo globale, encore une fois, je ne perçois pas ça comme un sujet aussi puissant que celui de 2008. Si, encore une fois, le truc explose. Parce que, en fait, le sujet avec le crédit privé, c'est que c'est beaucoup plus isolé que ce qu'on a pu avoir en 2008. En 2008, tous les agents économiques étaient impliqués. Les banques systémiques, les ménages, les marchés vraiment dans leur ensemble, etc. Alors que dans le crédit privé, ce sont des sociétés qui ont fourni du financement à des sociétés en particulier, d'accord ? Et encore une fois, c'est un système qui est très opaque, qui est très lent, parce que le vrai sujet, c'est la valorisation des actifs qu'elles détiennent. Si on voit de plus en plus de défauts, et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, eh bien la valorisation de leurs actifs vont être revue à la baisse. Et donc finalement, tout ça prend du temps en fait. C'est pas comme un marché comme tu peux le voir au sein du marché action tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas voir directement la valeur de tes actifs qui vont chuter. Ici, ça prend beaucoup plus de temps, c'est très lent. Il y a moins d'acteurs qui sont impliqués. D'accord ? Tu n'as pas des ménages à risque, d'accord, en termes de remboursement. Mais globalement, c'est la photo que l'on a aujourd'hui, c'est plutôt, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est plutôt pas mal de cadavres dont on va se débarrasser et qui vont disparaître entre guillemets de ce marché-là. Donc la bulle que l'on a connue, que l'on connaît toujours sur le crédit privé devrait entre guillemets dégonfler plutôt qu'éclater.
C'est plutôt comme ça que je le perçois. Par contre, et là où c'est pour moi un vrai sujet, et encore une fois, c'est toutes les difficultés du sujet lui-même, c'est l'opacité. Et donc, du coup, la contagion que l'on peut avoir. Parce que si tu as des prêts qui ont été fournis à des sociétés de type PME, etc., ou de taille intermédiaire, ces sociétés-là, si elles ne peuvent pas, par exemple, ne plus rembourser, ou en tout cas, si, imaginons, elles connaissent des problématiques comme celles que l'on a aujourd'hui, par exemple, sur le software, parce que 20% de certaines sociétés qui fournissent des crédits privés les ont fournis à des sociétés de software. Ce que j'allais dire. Exactement. Parce qu'ils aimaient bien tout ce qui était rendement récurrent, Exactement. etc. C'était vraiment magnifique. Le business model, en vrai, d'un software est vraiment magnifique, surtout quand on fait du crédit privé. Tous les mois, il y a de l'argent qui rentre, c'est très prévisible, on peut anticiper, etc. Exactement. Donc, si on a cette problématique-là, donc bien évidemment, ces sociétés-là peuvent se retrouver en difficulté. Donc, ça implique des licenciements, du chômage, etc., etc. Donc, ça peut impacter l'économie, mais de là à dire que ça peut faire un 2008, je pense que c'est très difficile de se projeter en disant cela. Parce qu'on voit quand même passer là, pas mal de gros titres en ce moment de il n'y a que 14, 15, 20, 50, 30% de gens qui veulent récupérer leur argent de ces fonds, de ces fonds privés là, qui font du crédit privé, qui y arrivent. Donc en ce moment, ils sont en train de geler même les retraits de fonds. C'est plus difficile de faire du bank run sur du crédit privé que de le faire auprès de ta banque. C'est tout le sujet. Et du coup, ils peuvent limiter les pertes, enfin, en tout cas la casse et la contagion au reste du système de cette manière. Exactement. C'est des mauvais signaux, mais encore une fois, on n'est pas dans le scénario que l'on a pu connaître en 2008, où pour le coup, là, on a eu une crise de confiance, on a eu une crise même de liquidité, on a vraiment eu tout type de crise et qui ont mis vraiment à mal le système financier. Là, ici, c'est vraiment des acteurs qui sont un peu isolés. Le vrai sujet, ça va être de savoir à quel point la contagion peut être plus ou moins importante. Aujourd'hui, avec les éléments que l'on a, je pense que la contagion peut être assez limitée. On en aura une. Encore une fois, il y a des cadavres dont il faut se débarrasser. C'est ce qui va probablement se passer dans ce secteur-là. Et je pense plutôt à un dégonflement de cette bulle du crédit privé qui a eu lieu parce que les taux d'intérêt étaient très élevés et que du coup, on n'avait pas accès au financement bancaire. Mais par la suite, on verra comment la revalorisation des actifs qu'ils ont va être reflétée. C'est surtout ça le vrai sujet. Ok. Et toi, tu vois des opportunités là-dessus, si jamais on voit un dégonflement de cette bulle où il n'y a pas forcément d'opportunités? Il y a deux sociétés que je regarde. Véritablement, il y a deux sociétés que je regarde. Pas Blue Hole, je te rassure. Mais plutôt Apollo Management ou Blackstone, justement, qui reste quand même assez diversifié. Le crédit privé n'est pas son cœur de métier, on va dire. C'est une société qui est assez diversifiée dans l'asset management. Ok. Et imaginons qu'on revive une crise un petit peu à la 2008. Tu parlais de l'or qui avait fait moins 30% sur cette période-là. Ouais. C'est quoi ton point de vue sur Bitcoin en tant que valeur refuge ou pas? À mon avis, il n'a pas changé depuis 2022 et pour l'instant, ça tient bien comme avis. C'est que Bitcoin, malheureusement, dépend de la macro et dépend de la liquidité. D'accord. Donc, si il y a crise, comme tu me demandes, je pense que beaucoup de portefeuilles vont le sentir très fort, très simplement. Je peux comprendre le fait qu'il soit hors système, mais malheureusement, le prix du Bitcoin, je ne dis pas la blockchain ou le concept de Bitcoin, etc., le prix de Bitcoin dépend beaucoup de la liquidité des marchés américains. Donc, s'il y a une crise type 2008, il n'y aura plus de liquidité sur les marchés. Et il faudra vendre tout ce que... Enfin, en tout cas, les gens vont vendre tout ce qu'ils ont. Ok, pour revenir en cash, quoi. Pour revenir en cash. Donc yen, franc suisse. Ah ouais. Yen, franc suisse ou même dollar. Oui, ou même dollar. Parce que ça reste quand même peut-être la monnaie quand même la plus liquide et la plus... Ouais. Enfin, et dans les moments de crise qui reste quand même stable, malgré la dévaluation continue. Exactement. Continue. Ok.
C'est quoi, toi, les autres secteurs que tu suis? On en a parlé un petit peu en off, donc tu as parlé un petit peu de robotique. Ouais. Mais il y a aussi le côté drone que tu as Ouais. abordé, drone slash, entre guillemets, armement. Alors, même s'il y a du drone civil, évidemment. Mais voilà, c'est quoi, toi, un petit peu ces secteurs-là que tu trouves intéressants pour les prochaines années? Bah, moi, globalement, j'ai les secteurs que nous, on regarde chez nous, chez Fineco. Il y a, bon, bien évidemment, il y a les drones, mais c'est un secteur que l'on regarde depuis un bon moment maintenant. Il y a des sociétés qui nous intéressent, style Kratos ou AeroVironment, qui sont vraiment de belles sociétés dans le secteur. Il y en a une qui est un peu plus spéculative, qui nous fait un peu sourire, mais mine de rien, qui a encore fait un plus haut historique cette année, c'est Unusual Machines. Donc c'est une société dans les drones, plus petite, plus spéculative, mais dans le board, tu as la famille Trump. Donc c'est toujours pas mal à regarder. Quoi pour les prochaines années? Tant qu'il est président. Tant qu'il est président ou tant qu'il est proche tant qu'il est proche du futur président. Donc c'est une valeur à regarder, même si je suis beaucoup plus serein sur des boîtes comme Kratos ou AeroVironment. Et eux, ils font quoi, du drone militaire? Ouais. Okay. Donc c'est plutôt ces deux sociétés-là que je regarde. Sinon, les robots humanoïdes, évidemment. Donc moi, ce que je regarde par rapport à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ceux qui fabriquent les robots. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait du volume. S'il y a du volume, il faut toutes les sociétés qui fournissent les pelles, tout bêtement. Ouais. Donc, il y a des sociétés qu'on regarde. Donc, il y en a eu quelques-unes qu'on regardait depuis un bon moment et qui ont explosé à la hausse. Il y a Ouster, très peu connu, hein, évidemment, mais qui fournit des services par rapport à ça. Il y a Novanta qui fournit les encodeurs. Il y a Teradyne aussi, qui n'arrête pas d'exploser en bourse aussi. Donc, il y a beaucoup de sociétés. On avait une liste de 10 valeurs. Franchement, sur les 10, il y en a 2, je crois, qui n'ont pas explosé. Ou une. Mais toutes les autres ont fait en moyenne 60-70% de hausse en un an. Et tu vous intéressez plutôt aux robots pour les particuliers plutôt que du robot pour l'industrie ou autre? Hein, c'est vraiment les deux. Les deux. Pour l'instant, on n'a pas nécessairement des éléments pour la partie ménage, parce que je pense que ça, c'est quelque chose aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire à quel point la société va s'adapter rapidement ou pas à cette nouvelle révolution technologique, et je pense que ça prend du temps. Donc, tout dépendra de ça. Mais du coup, c'est pour ça que nous, on regarde aussi surtout sur la partie industrielle, parce que il y a une annonce, moi, qui m'a fait... que je trouvais très importante, c'est celle d'Amazon, par exemple, qui disait qu'elle allait compter de plus en plus sur la robotique pour faire des gains de productivité très importants. Dans les hangars, pour bouger effectivement les colis, etc. Exactement. Et tu parlais donc des pelles, on parlait des data centers énergéticiens. Est-ce que tu regardes un petit peu aussi de ce côté-là? Qu'est-ce que tu regardes, des valeurs comme Total ou des trucs un peu plus de niche? Parce que je rejoins avec Bitcoin aussi, il y a beaucoup de mineurs de Bitcoin qui pivotent vers tout ce qui est IA, et même de manière générale, comment est-ce qu'on arrive à générer de l'énergie? Parce que de toute façon, tout est de l'énergie. Le plus important, c'est d'avoir de l'énergie. Et donc, en fait, ça devient des producteurs carrément énergétiques. Qu'est-ce que tu regardes un peu, toi, des mineurs aussi Bitcoin qui sont en train de pivoter ou qui sont en train d'ouvrir de nouvelles branches, ou alors des choses un petit peu plus... des sociétés un peu plus grosses comme Total ou d'autres Alors, pour les petites, style mineurs Bitcoin ou Ethereum qui ont passé le cap, il y a Irene Limited, hein, qui est hyper connu et que tout le monde regarde. Le seul sujet que moi je trouvais vraiment important, ça a été une augmentation de capital de presque 7 milliards de dollars, sachant que la boîte est valorisée à 14 milliards sur les marchés. Enfin, en tout cas, la capitalisation boursière est à 14 milliards. Ça fait une belle augmentation. Ça fait une belle augmentation. Le problème, c'est que bien évidemment, on est encore toujours sur la partie spéculative, c'est-à-dire que le marché la valorise à temps parce qu'il s'attend à des revenus exponentiels par la suite et de par son expertise. Donc, si elle ne le réalise pas, le risque est très énorme et le risque de perte peut être vraiment lourd. Donc ces sociétés-là, je peux le comprendre. J'espère juste qu'elles ne sont pas opportunistes. Donc c'est toute la question. Par contre, si je dois prendre des grosses têtes, moi je regarde en Europe, mais je regarde aussi aux États-Unis. En Europe, il y en a une, moi, que j'ai à titre personnel depuis un moment maintenant, c'est RWE. RWE, c'est un fournisseur d'énergie allemand. Tout le monde connaît les problématiques d'énergie allemande. Et c'est une société qui a beaucoup souffert depuis la décision d'Angela Merkel de dire on arrête le nucléaire. Sauf que
depuis un certain temps, depuis qu'on a compris que l'énergie allait devenir un vrai sujet, le cours n'arrête pas de grimper. Et pour l'instant, même si les Allemands espèrent un retour du nucléaire, c'est toujours pas le cas. Donc je me doute que si le nucléaire revient en Allemagne, c'est une société qui peut vraiment beaucoup profiter. Donc c'est une valeur, moi personnellement, que je garde et que je suis pas prêt de vendre. Donc RWE, c'est un bon acteur. Après, tu le vois en Europe, il y en a énormément qui fonctionnent très bien. Sinon, aux États-Unis, pareil, dans le même style, tu as Duke Energy, qui elle est pareil, fournisseur d'énergie, mais du côté Floride de mémoire, du côté floridien vraiment. Et moi, ce qui m'inquiète par contre aux États-Unis, contrairement à l'Europe, c'est que je pense, et c'est un vrai sujet, sachant qu'on a Donald Trump à la tête du pays, c'est que potentiellement, on arrive à un stade où Donald Trump dit on capte les prix d'électricité. Et ces sociétés-là peuvent du coup ne pas apprécier ce type de mesure-là. C'est une vraie question qui peut se poser par la suite. Pour limiter l'inflation, tu veux dire? Exactement. Parce que l'inflation de l'électricité est de plus en plus importante. Ok. Et du côté de la biotech, tu suis un petit peu, parce qu'il y a eu, parce que pendant un long moment, la biotech, ça a été une grosse désillusion. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'avec l'émergence de l'IA, enfin le développement de plus en plus important de l'IA, ça commence à réémerger. Bon, il y a une histoire qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, c'est l'Australien qui a séquencé l'ADN de son chien pour lui faire réduire la tumeur. Bon, on voit en tout cas qu'a priori, ça a l'air de marcher. Que même des particuliers sont en capacité de maintenant, avec l'intelligence artificielle, de faire des choses qu'on pensait inimaginables il y a quelques années, surtout pour ce prix-là. Je crois que c'est entre 3 et 5 000 $ que ça lui a coûté, alors que c'est vendu 500 ou 600 000 $ de manière générale. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu suis sur la biotech? Alors, le problème de la biotech pour moi, et qui fait que je suis un petit peu allergique, il y a deux, trois éléments qui font que je ne peux pas y aller. Le premier élément, c'est que sur le secteur de la santé... Très réglementé. Alors, je ne connais pas grand-chose. Donc, moi, j'investis dans ce que je connais. C'est comme ça que je fonctionne. Il y en a beaucoup qui ne le font pas et qui voient des désillusions. Moi, je ne le fais pas. Donc, quand je ne connais pas comment analyser une étude qui a été faite pour me dire que tel produit est bien ou pas, j'ai du mal à y mettre un pied. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que c'est des sociétés, en tout cas les biotech, qui crament énormément de cash. Parce qu'il faut de la recherche, il faut du personnel, il faut aussi beaucoup de temps. Donc c'est des boîtes qui crament énormément de cash, qui n'ont pas nécessairement de rentrer très facilement. Là où l'IA peut-être pourrait changer un petit peu la donne, potentiellement. Théoriquement. Théoriquement, toujours. Donc du coup, ça n'empêche pas de toute façon de cramer du cash. Et je pense que c'est ce qui se passe de toute façon dans beaucoup de biotech, 90-95%. Donc ce type de business-là, moi j'ai un peu de mal parce que la visibilité, on va essayer de te la donner, mais c'est très difficile. Et du coup, ça revient au troisième point, c'est celui dont tu parlais, c'est la réglementation. C'est-à-dire que pour faire passer plusieurs choses, il faut que l'aspect réglementaire suive. Sauf que ça prend du temps, c'est de l'administratif, et pendant ce temps-là, on crame du cash. Même si l'IA peut faciliter des choses, et que peut-être on peut voir des petites perles qui apparaissent, c'est comme si vraiment tu cherchais une aiguille dans une botte de foin. Et voilà, pour faire vraiment le rapprochement avec les cryptos, c'est comme si tu essayes de chercher le bon projet crypto pour investir quand tu arrives au départ. Le prochain x1000. Exactement, le prochain x1000. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu difficile. Ok. Je voulais avoir ton avis aussi sur Warren Buffett qui a vendu, avant de partir, beaucoup de ses actions. Je crois que c'est Google ou... il a acheté Google. Il a acheté Google, il a vendu beaucoup de Amazon alors, ou je ne sais plus exactement quelles sont les actions, mais il en a vendu, je crois, pour pas mal, puisqu'il a 120 milliards, je crois, de réserves en cash actuellement avec son fonds d'investissement. Même plus, je crois. Peut-être même davantage. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'une stratégie d'acheter
des valeurs ancrées dans le monde réel, par exemple du Coca-Cola, ou en tout cas des choses dont les gens auront toujours besoin pour se nourrir, auront toujours besoin pour vivre, etc. En cas de crise, tu penses que ça peut être, en cas de crise ou pas forcément en cas de crise, que ça peut être un bon investissement? Bah, moi, c'est ce que je fais depuis un certain temps pour deux raisons. C'est parce que la première raison, c'est que on est sur des niveaux de valorisation qui sont tellement énormes. Donc, du coup, on essaye un petit peu de revenir sur des actifs, enfin, en tout cas sur des sociétés des actifs tangibles, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, c'est aussi ce que l'on voit depuis l'arrivée de Trump. Et du coup, on revient un petit peu à l'histoire du dollar, c'est-à-dire qu'on a pas une perte de confiance dans le dollar, mais plutôt un momentum où on se dit potentiellement, le dollar, on essaye un petit peu de diversifier, éviter qu'on soit aussi dépendant du dollar qu'on ne l'a été auparavant. Donc quand on a ce type d'environnement, et aussi une Fed qui devient de plus en plus proche de Trump, parce que c'est un petit peu ce que l'on va voir prochainement, c'est-à-dire un président de la Fed qui, entre guillemets, va appliquer en partie, ou peut-être totalement, la politique de Trump, c'est-à-dire baisser les taux très rapidement, être beaucoup plus proche des politiques budgétaires et finalement arriver vers ce qu'on appelle un peu une fiscal dominance, c'est-à-dire que la politique budgétaire influence la politique monétaire d'un pays. Donc, quand on a tout ça, on revient voir ce qui est les actifs réels et vers ce qui est un peu plus tangible. Donc, globalement, c'est pour ça que tu as des actifs qui ne font que grimper. Coca en fait partie, tu en as plusieurs qui sont dans cette fameuse... qui ont cette fameuse étiquette, c'est un peu ce qu'on appelle les boomer stocks. D'accord ? C'est quoi? Tu as du Procter & Gamble, tous ceux qui font de Johnson la nourriture, Johnson, etc., etc. Donc toutes ces sociétés-là, évidemment, vont être privilégiées dans ce type d'environnement-là. Mais ce sont des valeurs, si tu me dis sur le long terme, ce sont des valeurs qu'on peut considérer comme fonds de portefeuille, donc que tu vas garder vraiment dans un portefeuille avec une certaine pondération et qui vont t'apporter une performance sur le long terme parce qu'on en a toujours besoin. Mais si tu veux un truc un peu plus dynamique, c'est sûr que c'est pas sur ces valeurs-là que tu vas t'appuyer. Mais aujourd'hui, on voit qu'elles explosent, et elles explosent parce qu'on a l'environnement que je t'ai décrit là. Toi, pour les 5 prochaines années, si tu devais donner 5 actifs à avoir dans son portefeuille, tu donnerais quoi? 5 actifs. Pour les 5 prochaines années. 5 prochaines années, 5 actifs. ETF Inde, ETF Chine, Bitcoin. Ensuite, deux derniers, c'est très difficile. Ce que tu veux, peut-être même des actions. Deux derniers, je dirais Circle. C'est très spéculatif, mais je dirais Circle. Intéressant. Donc, Circle en 4. Ouais, j'ai une longue histoire avec Circle. On pourra en parler dans les quelques minutes. Et le 5e actif, je dirais potentiellement, à mon avis, plutôt une Coca ou Eli Lilly, la société qui fournit du GLP. Et encore, non, peut-être. Non, vraiment Coca, je dirais. Coca. Ok. Circle, alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi ce choix? Parce que moi, j'ai toujours eu une vision très positive sur les stablecoins. Alors, pour toutes les raisons qu'a abordé Trump, mais c'était quelque chose que pour moi, j'attendais. Mais je maintiens que les stablecoins auront un rôle extrêmement important par le futur. Et je vois pas Tether aller en bourse. Je n'y crois pas. Parce que je pense qu'ils souhaiteraient ne pas faire en sorte que les comptes soient publics. C'est possible. C'est même très certain. Je pense que ils ne veulent pas que les gens aient accès à pas mal de documents passés. Donc pour moi, il n'y aura qu'une seule société pendant un bon moment. Ce sera Circle. Peut-être que certaines sociétés vont développer, entre guillemets, leur propre stablecoin, mais je pense que la force de Circle, c'est qu'il y a Coinbase à côté. Et Coinbase, pour moi, est au centre de quasiment tout par rapport à tout ce qui est de la blockchain. Ça ne me plaît pas, mais c'est le cas aujourd'hui. Ok. Côté Circle, donc tu parlais de Trump, donc j'imagine que c'est pour tout ce qui est conserver la puissance du dollar, pouvoir financer sa dette en émettant des stablecoins qui soient utilisés dans le monde entier. Et donc nous, quand on utilise du dollar, on finance la dette, enfin des stablecoins dollars, on finance la dette américaine, puisque
quand on a du stablecoin, le collatéral en dollars est investi dans des bons du Trésor américain. C'est ça. Mais aussi, j'imagine que c'est par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle et agents IA qui vont utiliser des stablecoins pour payer, puisque un agent IA ou une intelligence artificielle ne peut pas ouvrir de compte bancaire, ne peut pas utiliser de carte bancaire, ne peut pas faire de vérification d'identité, vont donc se rapatrier sur les stablecoins. Et il y a différentes technologies qui sont en train d'être mises en place, X402, tout ce qui est agent to agent de Google, ACP, MCP pour tout ce qui est paiement aussi via les marchands, chez les marchands avec Shopify, Stripe, enfin tout le monde se met à, en tout cas, développer ça. La demande n'est pas incroyable, les volumes ne sont pas encore incroyables, mais en tout cas, beaucoup de gens misent sur le développement de cet écosystème-là. Le potentiel est énormissime, mais en fait, la question centrale de Circle, ça va être la diversification de son business model. Aujourd'hui, elle a très peu d'activités. Je veux dire, elle a toujours la même, c'est-à-dire la gestion de son stablecoin et ce que ça lui rapporte, donc notamment en intérêt. Mais je pense que le potentiel de développement de leur business model est exponentiel. En fait, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que la dernière fois où j'ai été emballé par une IPO, mais vraiment emballé, c'était Palantir. Donc Palantir, j'avais attendu, pour te dire la petite histoire, j'en avais acheté à $7. D'accord. Ça vaut combien là maintenant ? Maintenant, on est à 150, 160, je crois. Pas mal. Mais j'avais vendu à bien avant. J'ai vendu la dernière poche, je l'ai vendue autour de 65. Donc, c'était très bien, je suis très content. Et du coup, la dernière IPO qui m'avait fait vibrer, entre guillemets, c'était Palantir. Et depuis, ça a été Circle. Et Circle, parce que je pense, encore une fois, que le vrai sujet, ça va être, la diversification de son business model, et deux, quand on arrivera, on va dire, à un marché qui sera un peu plus sain d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire peu de doutes sur les anticipations de taux directeurs. À partir de ce moment-là, on aura un peu plus de visibilité, le marché en aura une aussi, et il se concentrera un peu plus sur les fondamentaux de la société, plutôt que de se concentrer sur l'impact d'une baisse ou d'une hausse de taux de la part de la Fed sur le résultat de Circle. C'est plutôt comme ça que je le perçois. Donc là, pour l'instant, on est dans une période où c'est pour ça que on a commencé à 60, on est monté à 300, on est tombé à 50, je crois, ou quasiment 45. Et maintenant, on est remonté à 100 parce que justement, on a réduit nos anticipations de baisse de taux à cause de la guerre en Iran. Les gens pensent que c'est parce qu'on utilise des stablecoins, mais non, c'est juste que on entend moins de baisse de taux. Donc évidemment, on pense que les revenus de Circle seront toujours aussi importants. Donc, quand on aura un peu plus de certitude sur cet aspect-là, plus une diversification vraiment avérée du business model de Circle, je pense qu'on verra pas mal de Oui, pas parce mal que de c'est vrai belles que pour le surprises. moment, ils sont totalement dépendants des taux de la Fed, en fait. Vu C'est qu'eux, ça. ils placent quasiment tout leur argent Et ils versent une énorme partie de leurs revenus à à Coinbase. Coinbase en plus. C'est Ouais. tout le problème. La question, ça va être de savoir comment diversifier cet aspect-là aussi. Là où Tether, pour le coup, ne reverse rien. Pour le moment, en tout cas. Mais perd quand même un petit peu de part de marché, on le voit sur le... C'est ça. Pour moi, le vrai risque, le secteur. pour moi, le vrai risque pour Circle, c'est l'arrivée de Tether en bourse. Mais moi, j'y crois pas. Mais s'ils le font, je pense que la demande va être colossale. Après, il y a Stripe aussi, qui travaille beaucoup sur les stablecoins. Bon, après, Stripe ne sont pas encore en bourse. Non, pas encore, mais ça va Encore. pas tarder. Je crois que ça va arriver cette année, normalement. Mais, Ouais. mais ouais. Parce qu'il y a Stripe aussi qui travaille beaucoup sur les stablecoins et qui ont aussi lancé un projet qui permet à n'importe quelle entreprise de lancer son stablecoin directement. Ouais. Donc là aussi, là-dessus, il y a un gros sujet, sujet là-dessus. Mais l'avantage compétitif pour moi de Circle est vraiment massif. Vraiment massif. Ok. Visa, Mastercard, tu crois là-dessus ? Ça va être vraiment ça va être un vrai sujet parce que mine de rien, je pense qu'ils vont prendre le virage. Ils sont déjà en train de bien de le prendre sur les ils vont bien stablecoins. le Visa prendre. notamment. Mais je suis pas inquiet excessivement pour ces sociétés-là qui ont vraiment, je crois que, si je dois vraiment décrire, si je dois vraiment donner la boîte ultime à mes yeux aujourd'hui, c'est Visa. Voilà, aujourd'hui, c'est une machine de guerre. Il y a des résultats que je ne regarde pas. Quand il y a des publications, Visa en fait partie. Il y a des sociétés, vraiment, je regarde jamais. Visa en fait partie, je regarde pas.
Donc, parce que c'est une machine de guerre. Tant qu'il y a des volumes... Enfin, en fait, tant qu'on est dans une société de consommation, et tu vois, on revient à la question qu'on avait tout à l'heure sur comment la demande va répondre quand l'IA sera là, eh bien, tant qu'il y a des volumes de transactions importants, le cours va continuer d'avancer. Donc, en fait, tant que tu es dans une société de consommation, une société comme Visa ne peut... Enfin, en tout cas, aura du mal à souffrir terriblement. Elle aura toujours des drawdowns, tu en auras toujours, par rapport à des crises, par rapport à des moments où on peut avoir des doutes comme ceux que l'on a aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que Visa fait moins 20, moins 25% depuis son top. Ça arrive. Mais derrière, les fondamentaux vont reprendre l'ascendant et on verra par la suite le cours s'apprécier. Mais aujourd'hui, encore une fois, hein, pour moi, le vrai danger pour Visa, ce n'est pas les stablecoins. Pour moi, le vrai danger de l'IA, ça va être de savoir comment on va faire en sorte que, justement, la répartition des richesses globales, quand on aura eu des gains de productivité immenses, qu'on aura potentiellement eu des licenciements, etc., et bien comment l'humain lambda va consommer. C'est ça le vrai sujet. Ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait un dernier sujet que tu voulais aborder ? Non, juste dire qu'on est très présent toujours sur Twitter. On est aussi maintenant présent sur YouTube, comme tu le sais. Et puis, de toute façon, normalement, les gens devraient retrouver nos liens. On mettra le lien en description. Par la suite. Et que nous, on est toujours là aussi pour accueillir les gens au sein de notre communauté. Et que le principal, justement, est qu'ils se sentent à l'aise et que notre service, en tout cas, est toujours optimal à ce niveau-là. Bon, on mettra le lien en description, en tout cas, de votre compte Twitter. C'est ça. Merci beaucoup, Omar. Merci à toi. Salut. Salut.